Google dans l'évolution de la recherche, des moteurs de recherche et donc du traitement de signal en général. Ce que vous faites, c'est un peu plus avancé, mais c'est quand même dans le même. Il y a une certaine collision. Alors, quelle est la relation? Est-ce qu'il y a une coopération entre Google et Wolfram? Est-ce que vous êtes totalement compétiteurs? Et si vous êtes compétiteurs, ça paraît. Comment ça reste une chance? Alors, je ne peux pas tout dire. Je vais essayer d'expliquer simplement ce qui se passe. C'est que vraiment, on est unique dans ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que tous les engins de recherche en ce moment sont en train de passer du concept de recherche, et je voudrais trouver quelque chose qu'il y a sur le web, au concept question-réponse. Alors, il y a peut-être 5 startups avec lesquelles on travaille qui sont dans ce système-là. Il est clair que Google y va, il est clair que Bing, que tous les engins de recherche, je ne peux pas nommer tout le monde, mais il y en a quand même quelques-uns, il y en a une vingtaine, tout le monde est en train de s'occuper de ça. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire. Aussi parce que si on donne la réponse, on ne perd pas l'utilisateur, il reste sur la page, donc il reste disponible pour la publicité. Et il est même possible que la publicité dans ces réponses-là vaille plus que la publicité elle-même. Et surtout, il y a aussi le problème de long terme, c'est-à-dire que si on répond 2%, 3% mieux, dans 3% des cas, les gens vont peut-être changer de portail de recherche. Si Bing commence à devenir, je ne sais pas si vous regardez le post de Stephen Wolfram qui a étudié, Watson est allé sur Jeopardy, et qui a étudié, on a comparé, on a fait des tests, de comparer les questions sur Google, etc. Il se trouve que Google a gagné. Et c'est peut-être pour ça qu'ils sont numéro 1, c'est peut-être parce qu'en fait, ils ont peut-être le meilleur accès à la réponse, mais Bing était derrière de 1%, je crois. Donc, c'est surprenant. Et donc, il suffit, à mon avis, ce qui va faire changer les gens d'engins de recherche, c'est quelque chose de très, 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 très faible. Donc, tout le monde, et je pense que tout le monde le comprend, donc c'est pour ça qu'on a des discussions un peu avec tout le monde, c'est que les gens comprennent que même si on ne va pas révolutionner les 60% des questions, tout le monde les répond pareil. Et puis après ça commence à diverger un petit peu. Et donc c'est la qualité qui va faire que les utilisateurs vont rester. Et finalement, il y a énormément d'argent qui est fait sur ces engins de recherche. Donc ça, c'est le premier. Mais nous, on n'est pas vu en compétitif parce que nous, on n'a aucune envie, on ne croit pas le web. On n'est pas du tout en train d'essayer de fournir quelque chose qui soit en compétition avec Google. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être une solution pour une catégorie de questions qui va être de 2. À l'heure actuelle, on pense qu'on peut répondre assez bien à 2% des questions que les gens posent sur le web. On va vers 5, on peut peut-être avoir 10, on n'espère pas avoir 15 à l'heure actuelle. Alors, pour le genre de questions que les gens pensent, ce qui va se passer, j'espère, c'est que les gens vont commencer à poser des questions plus intéressantes. D'accord ? Donc, peut-être que dans le futur, on ira au-delà de 15%, parce que les gens, de la même manière que les gens ont appris qu'est-ce qu'il faut taper pour avoir une réponse, donc qu'est-ce qu'on fait, on tape, quels sont les mots qu'il pourrait y avoir dans une page web qui pourrait avoir la réponse que je cherche. C'est pas la question qu'on pose, on pose par association. Hein. Et puis on fait une première recherche, et puis on trouve les synonymes que les gens utilisent, et puis on les rajoute, et puis on a chacun un algorithme pour essayer d'améliorer notre recherche. Et ça, c'est différent de poser la question, donc il va réapprendre aux gens à poser les questions correctement pour qu'ils puissent utiliser les engins qu'on fabrique. Justement, Ouais. sur les détails, je me disais, là, vous décrivez des données qui sont assez statiques, des données économiques, physiques ou autres, mais des questions que les gens posent, c'est je veux un iPhone pas cher, au moment de l'année, je veux un iPhone pas cher. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous allez aller avoir plus de données, plus facilement accessibles? Absolument. Complètement. Donc la moitié, on a à peu près la moitié des gens qu'on a, on a la moitié des gens qui travaillent sur l'académique, tout ce qu'il faut rattraper parce qu'il y a quand même quelques milliers d'années de retard. Et l'autre section, c'est de travailler sur les sports, les hôtels, les produits. On fait des choses intéressantes qui vont arriver bientôt. Quand on va acheter quelque chose, on pourrait peut-être demander aux femmes des questions sur les dimensions, les volumes, des objets que vous pouvez acheter, sur le web à l'heure actuelle. Donc, toutes ces databases-là ne sont pas forcément les plus complexes. Hein. On les attaque
une. Mais absolument. D'ailleurs, pour moi, la question que je vous pose, c'est je vais pouvoir arriver sur Wolfram Alpha pendant qu'on sera en bêta et dire quel est le stock qu'il faut que j'achète ce matin. En fait, c'est une question très très proche, je sais que je voulais poser. Justement, avec ces outils, je m'aperçois que la plupart des gens posent des questions qui sont très très subjectives. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous touchez ou comment vous voyez par exemple, on parlait d'hôtel, on disait quel est le meilleur hôtel à San Francisco, quel est le meilleur joueur de baseball de tous les temps. Les gens en fait ont tendance à poser ce genre de questions où il n'y a pas vraiment de point de référence. Alors, ce qui se passe quand on tourne sur ce genre de questions-là, on fait ce qu'on appelle le carpet bombing. C'est-à-dire qu'on prend un sujet et on essaie de donner quelles sont les informations objectives qui existent autour du sujet. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on répond pas tellement des questions oui-non, mais on répond par 2 pages, un report de 2 pages qui donne des informations sur quels sont les hôtels qui ont des ratings dans San Francisco, quels sont les genres de ratings qu'il y a, quelles sont les sociétés qui font les ratings, quels sont les hôtels qui n'ont pas, qui sont nouveaux et qui n'ont pas été... Voilà la manière dont on va répondre à la question. Si on ne va pas essayer nécessairement de dire, de la même manière qu'on s'occupe qu'on essaye de prévoir le temps. Hein. Quand on regarde le temps, on a tout un tas d'informations. Il y a 12 systèmes qui sont donnés par National NOAA, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a 12 weather forecasts. À partir de là, chacun a sa manière de déterminer à partir de ces 12 forecasts lequel est celui qu'il faut vraiment utiliser. Donc ça va être à peu près la même chose. Donc, donner de plus en plus d'informations. L'outil est extrêmement puissant, le marché n'est absolument pas éduqué, les gens ne savent pas s'en servir, et nos fonds sont limités. Et quelle est la stratégie pour rentrer? C'est pas une stratégie de focus et de start-up, parce que c'est probablement contre-indiqué, mais quelle est la stratégie pour rentrer sur le marché et développer la compagnie? Alors la première chose, c'est que ça intéresse beaucoup de gens. C'est pas un problème de trouver qui va être intéressé, c'est un problème plutôt d'abord de pouvoir passer le temps avec les gens pour expliquer vraiment ce qu'on fait et les choses qu'on va pouvoir faire dans le futur, qui sont assez importantes, déjà ce qu'on fait à l'heure actuelle, et d'essayer de faire comprendre aux gens que ce n'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir remplacer eux-mêmes facilement, parce qu'on va souvent dans des sociétés où ils commencent à regarder ça, ils disent bon voilà, moi je pourrais écrire des programmes, commencer à crawler le web et à trouver ces informations-là. Mais en fait, dès qu'on commence à essayer de vouloir faire des calculs, il faut que la qualité de ce qu'on a soit bien supérieure. Sinon ça marche jamais. C'est le problème que les gens ont. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais au bout d'un moment, les gens se rendent compte de la qualité de ce qu'on amène et on arrive à convertir les gens doucement mais régulièrement. Et je pense que ça va, il y a un effet boule de neige qui va arriver, parce que les gens, quand vous allez voir, à l'heure actuelle on n'est que sur Bing annoncé publiquement, mais d'ici 6 mois vous allez voir sur quel genre d'engin on est, et ça va permettre aux gens de s'accoutumer et de comprendre et de commencer à penser différemment tout ce domaine de la question et de la réponse. Steve Wolfram est quelqu'un de très, très patient. Hein. Ça fait quoi, 25 ans qu'il 25 ans. 25 ans qu'il travaille sur son sujet, il a réussi à trouver de l'argent, à développer sa société, à vendre ses logiciels. Parce que Mathematica lui-même est utilisé par de plus en plus d'universités, donc c'est une société qui est profitable, donc qui peut financer Wolfram Alpha pour très très longtemps. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'accélérer le processus de manière à ce que ça ne prenne pas 20 ans, mais qu'on arrive à en faire un maximum d'ici 5-10 ans. J'ai un commentaire et 2 questions. Le commentaire, c'était concernant Pascal, UCSD System, ayant fait la promotion du langage moi-même et l'ayant utilisé sur l'Apple II et ayant pu migrer sur le PC et sur le Lisa et sur le Mac pour des systèmes de gestion de base de données. Je me
demandé quel problème tu avais rencontré, ou tu voyais P-System, parce que P-System, même chose que Java avec oui, c'est la première question. La deuxième question, c'est... Non, une question avant, on va laisser répondre, puis on passera aux autres. C'est complémentaire. Non, le problème du P-code, c'est que je voulais essayer d'utiliser le P-code comme langage sans utiliser le Pascal. Ah, d'accord. La deuxième question, c'était, donc, je suis maintenant adepte de Python, que j'ai découvert il y a 2 ans, et donc je me demandais quels étaient les problèmes que tu voyais sur Python. Le fait que simplement si on n'utilise pas les espaces ou les tags correctement, le programme ne marche pas, ça me paraît sidérant. Je passe la moitié de mon temps quand je fais du Python à me battre avec l'éditeur pour essayer d'aligner les choses correctement pour comprendre ce qui marche pas. Ça me rappelle le point virgule, ça me rappelle. Ouais. Ok, c'est tout. C'est tout. Ah oui, c'est l'histoire du grain de sable. Hein. Oui. Vous avez dit tout à l'heure, chez Wolfram Alpha, vous voulez encoder tous ces calculs-là dans la connaissance humaine. Oui. Vous voulez aller jusqu'où? Je veux dire, ça fait beaucoup. Je ne sais pas, vous allez comprendre comment un expert dimensionne une cellule de sécurité dans la conception d'une voiture. Et c'est quoi l'objectif par derrière? Non, alors c'est tout le knowledge qui va être calculable et qui va être intéressant. De la même manière que pour la programmation, je parlais des algorithmes qui ont probablement... Alors, si on les bases de knowledge, plutôt que tout knowledge. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de knowledge qui est temporaire, qui ne sert pas à grand-chose. C'est l'exemple que je donnais dans la programmation, c'est que il se trouve que d'apprendre Microsoft Basic sur l'Apple II, ça a disparu, parce que ça n'existe plus, l'Apple II. Il y a des tas d'algorithmes qui sont fabriqués à l'heure actuelle pour faire marcher quelque chose, qui sont des optimisations, par exemple des exemples de comment les pixels sont mis sur un écran en utilisant Adobe Flash. C'est des algorithmes qui sont des algorithmes de court terme, qui vont disparaître, parce que ce sont des optimisations temporelles qui vont être valides pendant 10 ans ou 20 ans de l'humanité, mais qui à part ça ont un côté peut-être académique, peut-être dans le futur, mais c'est tout. Et donc, c'est qui nous fait vivre quand même. Ah non mais... Que ça change tout le temps. Oui. C'est une très bonne idée. Oui. Mais d'un côté, il y a les équations nécessaires, par exemple, pour faire des calculs de résistance des matériaux. Ça, c'est plus durable. Voilà. Les matériaux peuvent être nouveaux, mais il y a ou de calcul tensoriel. Le calcul tensoriel, c'est durable. Voilà, on essaie d'essayer de trouver quels sont les éléments de connaissance, d'expertise, qui d'abord vont un impact sur beaucoup de gens, d'accord, c'est comme ça que les priorités sont mises, mais qui sont des domaines d'expertise qui sont de long terme. Donc, c'est le but. Et bizarrement, moi j'avais la même attitude au départ quand j'ai pensé aux mathématiques et que j'ai fait assez de maths, et de me dire, le but de Steven, de dire, voilà, il voulait encoder toutes les mathématiques, ça me paraissait difficile. Bon, 25 ans plus tard, il en a fait un bon morceau. Hein. Non seulement il en a fait un bon morceau, mais il commence avec NKS à créer des mathématiques qui sont découvertes par les programmes au lieu d'être découvertes par des êtres humains. Donc on est en-delà, il y a des morceaux du domaine des mathématiques à l'heure actuelle où on est en-delà de la connaissance qui a été faite par les êtres humains au départ. Donc c'est ambitieux, mais c'est intéressant. Je ne pense pas que ce soit dans le sens, c'est d'une certaine manière peut-être impossible, sauf le moment où on va dépasser la singularité de Kurzweil et où en fait il va y avoir plus de connaissances qui vont venir des machines, qui vont venir des êtres humains. À ce moment-là, on sera sûr d'y arriver. Tu dis que les langages sont des utilisations. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis sur le langage de programmation. Je veux beaucoup de langage. Mais la manière dont tu as exprimé comment tu utilises Mathematica prouve que tu l'utilises dans un contexte d'optimisation, qui est en fait de la recherche. C'est là-dedans que tu vas mettre en fait dans un micro-environnement un contexte de recherche pour essayer de comprendre quel va être le meilleur langage à utiliser en termes d'optimisation. Donc en soi, même si c'est un contexte d'optimisation qui est durable, ça reste en fin de compte exactement comme le langage, mais en fin de compte, il n'est pas plus